Bonjour à tous. Pour réussir une guerre de l'information de masse, le principe de départ est simple. Nier, contester, inverser. Ce qui est résumé sous l'acronyme anglais DARVO. Deny, Attack and Reverse, Victim and Offender. Au moyen de surveillance et d'infiltration des sources d'information, de versions et de diversions alternatives, de distorsion et de décontextualisation stratégique, le plus en amont et le plus largement possible par tout réseau de communication. La feuille de route, généralement suivie, la matrice de la manœuvre opérationnelle, consiste à appliquer 10 commandements, rappelés notamment par Anne Morelli dans son ouvrage Principes élémentaires de propagande de guerre. Bruxelles, Labor, 2001. Présenté comme valable dans toutes les guerres, vis-à-vis de tous les belligérants, nous avons voulu vérifier s'il s'illustrait bien dans la guerre en Ukraine au travers de la propagande pro-russe. Le résultat est sans appel. Au spectre des déclarations du Kremlin qui vont suivre, Vladimir Poutine semble bien avoir appliqué la méthode intégrale à la lettre. Petit bilan donc des désinformations sourcées et recoupées à ce jour parmi les plus incroyables. Premier commandement, l'agresseur n'a jamais voulu la guerre. En effet, Vladimir Poutine, dès son allocution mondiale du 3 mars, déclarait, je cite, « Nous n'avons pas l'intention d'occuper le territoire ukrainien. Nous n'allons rien imposer par la force. Notre politique est basée sur la liberté, bien sûr. » C'est la raison pour laquelle l'intervention en Ukraine n'est qu'une opération militaire spéciale, les médias russophones devant supprimer leurs publications faisant état de civils tués par l'armée russe en Ukraine, ou contenant les termes d'invasion, d'offensive, de déclaration de guerre, sous peine de 15 ans de prison, à relayer des informations dites mensongères. Selon Le Monde également, le conflit en Ukraine est invisible pour les Russes à la télévision, tout comme la Russie a ôté l'accès aux réseaux sociaux les plus connus, comme si donc la guerre n'existait pas. Deuxième commandement. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. En effet, la Russie a préparé l'opinion sur les réseaux sociaux bien en amont de l'invasion de l'Ukraine. Par exemple, 3 jours avant l'entrée des troupes, a été publiée une vidéo signée par un groupe pro-russe dans laquelle il est dit, je cite, « Les miliciens ukrainiens continuent d'effectuer des attaques terroristes qui visent directement la population civile des républiques du Donbass, avec les images d'un homme à terre blessé des éclats de mortier de 120 mm. Pareil pour une victime présentée sur son lit d'hôpital, comme si elle venait tout juste d'être opérée, après, je cite, que des formations militaires ukrainiennes aient de nouveau bombardé le territoire de la République de Louhansk. Poutine lui-même parle, je cite, d'une menace constante du territoire de l'Ukraine moderne, en faisant croire, par exemple, à sa population que l'Ukraine possède des armes biologiques et que Kiev serait prête à les utiliser contre la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme même le 10 mars, je cite, que le Pentagone, tenez-vous bien, finance plusieurs dizaines de laboratoires biologiques militaires en Ukraine, aux fins, tenez-vous bien encore, de créer un nouveau virus pandémique pire que la Covid-19. Poutine ajoute, « Nous ne permettrons pas que l'Ukraine serve de tête de pont pour des actions agressives contre la Russie. » Oui, c'est ce que nous pouvons voir sans doute dans les médias. Ce que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, soutient également en mars devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je cite, « Nous avons vu
de nos yeux vus, pourrait-on dire, des tentatives de s'emparer des territoires russes par l'Ukraine. Ah bon? Ce qui implique, logiquement, la légitime défense de la Russie, la nécessité de défendre l'intégrité de l'État, de sauver la Russie. Poutine ajoutant même qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de se défendre, comme par le passé. C'est pourquoi, je cite, « Toute responsabilité dans les effusions de sang incombera à la conscience du régime au pouvoir en Ukraine, pas à la Russie. » Le président russe ose même prétendre que l'Ukraine commet un génocide dans le Donbass, même rhétorique d'ailleurs qu'en Crimée, et tente de le prouver, mon Dieu, en exhumant grossièrement des fausses communes des victimes tuées en 2014 pendant la guerre du Donbass. De la même manière que Sergueï Gladiev, conseiller de Vladimir Poutine, parle, je cite, de génocide économique contre les Russes après la libéralisation du pays dans les années 90, ou que la diminution de la langue russe dans les ex-pays soviétiques constitue, je cite, un génocide culturel. Troisième commandement. L'ennemi doit avoir le visage du diable. En effet, avec Vladimir Poutine, les nazis de la Deuxième Guerre mondiale sont de retour en Ukraine. Dans sa déclaration de guerre du 3 mars, la junte anti-peuple, les néo-nazis, volent, harcèlent, intimident leur propre peuple et prennent le pouvoir à Kiev. Tout ceci sous prétexte de l'existence parfaitement minoritaire du régiment Azov, qui ne représente que 2% de l'armée ukrainienne. Créé en 2014 lors du conflit en Crimée par Andrei Bielski, certes un militant d'extrême droite ayant fait partie de groupes hooligans et des patriotes d'Ukraine. Alors, dénazifier l'Ukraine devient un narratif construit notamment sur la grande guerre patriotique russe et la mémoire des 27 millions de morts à cette occasion. L'ambassadeur de Russie auprès de l'ONU, Gennady Gatilov, ajoute même le 22 mars que, je cite, « les néo-nazis seraient une menace pour toute l'Europe, avec une nouvelle guerre froide à la clé. À moins, et c'est encore pire, que ce ne soit l'Europe elle-même qui soit la menace, considérant, je cite, que toute invasion en provenance de l'Ouest est fasciste et odieuse. Car l'avalanche de sanctions et de condamnations occidentales frappant la Russie est assimilée, je cite, à des pogroms antisémites. Et tenez-vous bien, le président russe comparant même le 14 février, je cite, l'Occident tout entier aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi aussi, le 9 mai prochain, jour de la fête nationale russe, commémorant la capitulation du Troisième Reich, Poutine veut annoncer avoir libéré, pour le moins le port stratégique de Mariupol, aux mains soi-disant des néo-nazis. Quatrième commandement. La guerre doit être une cause noble, et non des intérêts particuliers. Libérer en effet l'Ukraine des nazis reviendrait à sauver l'Europe du mal absolu, en jouant presque le remake de l'invasion de l'Ukraine soviétique par l'Allemagne en juin 1941. La population ukrainienne s'était alors retrouvée divisée entre les Ukrainiens qui combattaient au sein de l'armée rouge et les autres engagés aux côtés de l'Allemagne nazie. Il faudrait donc aujourd'hui purger l'abcès de la même manière avant qu'il ne soit trop tard, tout comme la Russie avait repoussé, je cite, les terroristes dans le Caucase en 2000-2005, rappelle Vladimir Poutine. Ou encore, je cite, soutenu les habitants de Crimée et de Sébastopol en 2014, ou encore, je cite, empêché les terroristes syriens depuis la Syrie d'entrer en Russie. Tout ceci
et c'est effarant, au nom, je cite, de l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, sans doute que l'Ukraine, dans sa situation actuelle, est en capacité de s'autodéterminer elle-même. Je cite, la liberté pour chacun à déterminer son avenir et celui de ses enfants. Oui, allons dire cela à la population d'Ukraine dans les rues. Pour que, je cite, les personnes vivant dans l'Ukraine d'aujourd'hui puissent exercer le droit de choisir. Oui, choisir la guerre. Tous ceux qui le voudront. Oui, tous ceux qui voudront la guerre. C'est pourquoi aussi, ceux qui soutiennent les néo-nazis, ceux qui, je cite, essaient d'entraver la Russie, et plus encore, de créer des menaces pour le peuple russe, recevront une réponse immédiate, conduisant à des conséquences jamais rencontrées dans l'histoire. Tout ceci en exploitant notamment les réseaux sociaux russes, comme Contact ou Odnoklassnitsky, au travers desquels le gouvernement mène des campagnes de similitantisme, ou astroturfing en anglais, en soutien à l'invasion. 5e commandement. Ce n'est que l'ennemi qui provoque sciemment des atrocités. Nous ne faisons rien, si ce n'est peut-être des bavures et involontairement. 3 exemples majeurs à l'appui, si vous voulez bien. D'abord, la tuerie des civils bien connus à Boutcha. Eh bien, ce sont, selon les Russes, les Ukrainiens qui ont tout mis en scène en tuant leur propre population, bien sûr, en les abattant en pleine rue, parfois les mains liées dans le dos. L'ambassadeur de Russie en France tweet également une photo de nombreux journalistes occidentaux dans les rues de Boutcha, avec le commentaire « plateau de tournage ». Il manquerait plus que ça tourne. Sur le site d'une ambassade de Russie, un mannequin désarticulé est montré totalement hors contexte comme preuve de faux cadavre, qui bouge d'ailleurs selon une vidéo dans le rétroviseur d'un véhicule. Il est prouvé aujourd'hui que le mouvement constaté ne provient pas d'un acteur vivant, mais que le contraste avec le cadavre permet de distinguer soudainement une goutte de pluie sur le pare-brise de la voiture, d'où est filmée la scène. L'armée russe nie également avoir laissé des mines derrière elle, notamment sur certains cadavres, ce qui pourrait pourtant expliquer en partie pourquoi beaucoup de ces cadavres sont retrouvés en évidence ou faciles d'accès dans les rues de Boutcha. À noter au passage que selon Kiev, la propagande russe a pu provoquer ou aggraver ces atrocités. Deuxième exemple majeur, l'hôpital pédiatrique bombardé à Mariupol, dont les images ont fait le tour du monde. Eh bien, ce sont de nouveau les Ukrainiens qui tirent sur les civils ou qui les utilisent comme boucliers humains. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ne s'embarrasse pas. Il assure que l'hôpital pédiatrique servait de repère aux bataillons néo-nazis Azov et autres radicaux, et ont vidé bien sûr au préalable les lieux de toute femme en couche, de toute infirmière et personnel. De manière générale, l'aviation russe n'a accompli aucune mission de destruction de cibles dans la région de Mariupol, et donc la prétendue frappe aérienne est une mise en scène totale, afin d'entretenir l'agitation anti-russe du public occidental, selon le porte-parole du ministère de la Défense russe lui-même, Igor Konachenkov. Une mère enceinte qui a été tuée dans cet hôpital pédiatrique, Mariana Podgurska, eh bien, est en fait une blogueuse beauté qui a participé à cette mise en scène, selon plusieurs ambassades russes dans le monde, même si l'information a été démentie peu après, car intenable. Mais Mariana Vigergiskaya, une autre mère enceinte, ayant disparu après avoir été blessée dans l'explosion, s'est vue filmée, apeurée, dans un lieu inconnu,
en prétendant que les bombardements n'ont jamais eu lieu, alors que tout ceci est clairement documenté. Enfin, on peut lire sur Canal Telegram récemment que 90 à 95% de Mariupol seraient désormais, je cite, libérés des bandits, des nazis et des diables par les troupes du président tchétchène Ramzan Kadyrov, le seigneur de guerre TikTok aux victoires légendaires, et que dans les zones libérées, la vie grâce à lui reprend déjà. Troisième exemple majeur, le bombardement de civils dans la gare de Kramatorsk. Eh bien, c'est toujours l'Ukraine qui cible sa population. Toujours les mêmes ressorts de désinformation russe, utilisés d'ailleurs déjà lors de la guerre en Syrie. Une armée de petites mains sur les réseaux sociaux qui bombardent des postulats conspirationnistes, les médias vous mentent, les politiques vous manipulent, sur fond de rhétorique civilisationniste, ici anti-nazi plutôt qu'anti-islamiste en Syrie, sans oublier le prétexte de la violation des cessez-le-feu par la partie adverse, des faux couloirs humanitaires ou des boucliers humains si besoin. C'est ainsi qu'est présentée par exemple sur les réseaux sociaux la photo d'une jeune fille russe attachée à un poteau par des soldats ukrainiens à Mariupol pour soi-disant servir de bouclier vivant. C'est en fait une jeune Rome à vivre dans une autre ville, punie ainsi par les Ukrainiens, il est vrai, mais pour avoir volé au domicile des citoyens victimes de guerre. Les trolls russes n'hésitent pas non plus à utiliser ce genre d'histoire et de justice privée pour accuser l'Ukraine d'être gouvernée par des néo-nazis. Ce qui permet au passage de justifier le rétablissement de l'ordre par la Russie face à cette société sans foi ni loi, mais aussi d'expliquer pourquoi des mercenaires africains, syriens, tchétchènes ou esclaves d'antan veulent s'enrôler dans l'armée russe. Le tout en exagérant bien sûr leur puissance de frappe pour terroriser la population. Mais le pire est peut-être avec Gennady Gatilov. Oui, c'est sans doute le pire, car cet ambassadeur russe auprès de l'ONU pousse décidément le cynisme très loin le 22 mars par un argumentaire qui pourrait rester dans les annales de cette guerre. Je cite. Écoutez bien. Nous essayons de bombarder de façon très délicate. Alors que des familles entières, fuyant les bombardements, ont été ciblées délibérément par un missile Choka-U, que possèdent bien les Russes, sur la seule gare de la zone. Il était même inscrit en russe sur le missile « Pour les enfants ». Et si l'opération militaire est toujours en cours en Ukraine, rajoute Gatilov, c'est parce que la Russie essaie de ne pas faire comme les Américains au Vietnam, en Afghanistan ou en Irak, c'est-à-dire ne pas blesser les populations civiles. Mais bien sûr. Le comble du comble, néanmoins, est peut-être atteint quand on apprend que le groupe Wagner, force paramilitaire russe privée, en action actuellement dans le Donbass, aurait été fondé par le vétéran russe de la guerre de Tchétchénie, Dmitri Utkin, un proche de Poutine, mais surtout un nostalgique du nazisme, avec des tatouages SS sur les épaules, et qui aurait choisi le nom de combat Wagner parce que Richard Wagner était le compositeur préféré d'Hitler. De qui se moque-t-on? Sixième commandement. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Oui, en général, il s'agit de faire croire que l'ennemi utilise de telles armes, alors que ce n'est pas le cas. Mais la variante manipulatoire consiste ici, chez les Russes, à le nier, alors que malheureusement, tout porte à le croire.
Ainsi, par exemple, l'usage de bombes au phosphore blanc, qui augmente la puissance meurtrière par inhalation de vapeur particulièrement toxique, mais également par brûlure qui s'incruste très gravement dans la chair humaine. Une fois dans le corps, la personne n'a que très peu de chances de survivre, les particules étant très solubles dans les graisses et continuant de brûler jusqu'à ce qu'elles se consument ou manquent d'oxygène. C'est pourquoi, selon l'ONG Human Rights Watch, je cite, « Des brûlures sur seulement 10% du corps sont souvent mortelles. Les effets du phosphore, d'ailleurs, sont tout aussi dévastateurs pour la biodiversité, par contamination du sol et de l'eau, en calcinant tout sur son passage. Pour autant, ces bombes ne sont pas considérées comme des armes chimiques dans le droit international, permettant à la Russie de s'en sortir à bon compte et de déclarer qu'aucune convention internationale n'a été violée. En revanche, des armes à sous-munitions, dispersant notamment des grenades dans un large périmètre, ou se muant en mines antipersonnelles, auraient également été utilisées dans des zones peuplées, alors qu'elles sont interdites par une convention internationale de 2010. On parle d'écoles maternelles visées ou d'enfants jouant avec des petits rubans blancs qui explosent dès qu'on les touche. De même, enfin, concernant les bombes thermobariques, dites bombes à vide, les armes en fait les plus puissantes en dehors de l'arsenal nucléaire qui détruisent les immeubles avant de tuer leurs occupants par asphyxie. Bien sûr, la Russie nie tout en bloc. 7e commandement. Nous subissons très peu de pertes. Les pertes de l'ennemi, au contraire, sont énormes. En effet, selon Vladimir Poutine, au 10 mars, je cite, « L'opération militaire russe se déroule avec succès, en stricte conformité avec les plans préétablis, c'est-à-dire une soi-disant attaque éclair réussie vers Kiev. » Alors que tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Le 25 février, un communiqué rédigé à l'avance en cas de victoire rapide est même publié par l'agence de presse officielle russe, avant d'être aussitôt retiré au vu de l'énormité. Il faut attendre le 8 avril pour que le gouvernement russe évoque du bout des lèvres un nombre élevé de morts dans ses rangs. Un changement de ton qui vise sans doute à préparer l'opinion russe à un bilan plus lourd encore. 8e commandement. Les artistes et intellectuels doivent soutenir notre cause. Oui, le soutien affiché des artistes et intellectuels à Vladimir Poutine existe bel et bien. Mais il est plus fragile qu'en 2014, lors de l'annexion russe en Crimée. Notons par exemple Gérard Depardieu, élogieux généralement à l'égard du président russe, qui s'est exclamé un temps, je cite, « Mais laissez Vladimir tranquille. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, l'Ukraine a toujours été un problème avec la Russie. » Ou encore le cas de Andreï Makine, écrivain franco-russe, mais également membre de l'Académie française, qui déclare le 10 mars, je cite, « La Russie a d'abord été humiliée par l'intervention de l'OTAN en Serbie et au Kosovo, ensuite effrayée par les guerres en Afghanistan, en Irak et en Libye, et sans doute que le durcissement s'est joué uniquement parce que les pays anciennement socialistes ont intégré l'OTAN. Poutine a compris que l'Europe était vassalisée par les États-Unis, que l'Amérique veut régir le monde, et que le pire aurait été ces États-Unis bellicistes présents à tous les étages de la gouvernance ukrainienne. Mais Makine conclut également à une solution simple, effarante à la situation. La démilitarisation de toute l'Europe, pour en faire, je cite, un grand continent pacifique, laissant à l'ONU le soin de protéger cet ensemble. Autrement dit, résumons, la Russie annexe des territoires, mais c'est la faute à l'expansionnisme américain. La Russie déclenche la guerre, mais c'est la faute du bellicisme des États-Unis. Et la Russie, fortement armée,
veut désarmer l'Europe pour créer en fait un boulevard à Poutine. De la même manière, la désinformation russe est minutieusement organisée dans les écoles russes, en donnant des instructions aux enseignants quant à la version des faits à enseigner aux enfants. Ce qui est présenté officiellement comme une session d'études sociales tourne en réalité à la justification d'une intervention russe pour, je cite, la liberté de choix à chacun de déterminer indépendamment son propre avenir. Et donc, je cite, à une opération spéciale de maintien de la paix, oui, la paix en Ukraine, pour mettre fin au cauchemar du génocide contre des millions de Russes des régions de Donetsk et de Lugansk. Et de rajouter cyniquement que les dirigeants, je cite, n'aiment pas faire la guerre, ni créer des conflits et succomber aux provocations. Oui, ils ont fait tout leur possible pour résoudre la situation par des moyens pacifiques et politiques. Oui, bien sûr qu'ils ne vont rien imposer à personne par la force. Sauf peut-être auprès des enseignants qui ne se soumettraient pas à ces effarantes instructions. 9e commandement. La cause doit avoir un caractère sacré. En effet, Vladimir Poutine, par la voix du patriarche Kirill, primat de l'Église orthodoxe russe, se projette carrément dans une guerre sainte, une guerre de fin du monde, aspect peu connu, il est vrai, de l'histoire. L'Église entend se poser en ultime défenseur de la morale sociale, des valeurs traditionnelles, des Russes et des Ukrainiens, vus, je cite, comme un seul peuple qui appartient au même espace historique et spirituel. Le tout en réponse à la guerre culturelle menée par un Occident décadent. Extrait, si vous voulez bien, du discours de Kirill, le 6 mars dernier, lors du dimanche de la Saint-Jean et de la célébration de la divine liturgie en cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, qui vraiment vaut son pesant d'or. Je cite, « Dans le Donbass, il y a un rejet fondamental des soi-disant valeurs qui sont proposées aujourd'hui par ceux qui prétendent au pouvoir mondial. » Sous-entendu l'Occident. Aujourd'hui, il existe un test de loyauté envers ce pouvoir, une sorte de laisser-passer vers ce monde entre guillemets heureux, un monde de consommation excessive, un monde entre guillemets de liberté apparente. Mais savez-vous ce qu'est ce test? Le test est très simple et en même temps terrifiant. Il s'agit d'une parade de la Gay Pride. Et nous savons que si des personnes ou des pays rejettent ces demandes, ils ne font pas partie de ce monde. Mais bien sûr. Nous savons comment les gens résistent à ces demandes et comment cette résistance est réprimée par la force. Oui, bien sûr. Il s'agit donc d'imposer par la force le péché qui est condamné par la loi de Dieu, c'est-à-dire d'imposer par la force aux gens la négation de Dieu et de sa vérité. Par conséquent, ce qui se passe aujourd'hui ne relève pas uniquement de la politique. Il s'agit du salut de l'homme, de la place qu'il occupera à droite ou à gauche de Dieu le Sauveur, qui vient dans le monde en tant que juge et créateur de la création. Mais le pardon sans la justice est une capitulation et une faiblesse. Le pardon doit donc s'accompagner du droit indispensable de se placer du côté de la lumière, du côté de la vérité de Dieu, et donc de faire à demi-mot la guerre en Ukraine. Face à cette perversité de la parole de Dieu, on comprend mieux alors pourquoi Joe Biden, le président américain, ne peut s'empêcher de lancer publiquement vis-à-vis de Poutine, je cite, « Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. »
10e et dernier commandement, ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres. En effet, pour le Kremlin, la guerre en Ukraine permet, je cite, de purifier la société russe des traîtres, à commencer par les Russes eux-mêmes, ceux qui quittent la Russie ou qui sont chassés pour avoir joué le jeu de l'Occident. Rendez-vous compte, Poutine a même demandé à ce que des autocollants jaunes, d'un goût douteux quand on pense à l'histoire juive durant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, sur lesquels est écrit « Un traître vit ici », soit placardés sur les portes des, je cite, « moustiques ». Ces traîtres, dénoncés également via une liste noire sur Telegram, par amour de la mère patrie. Poutine déclare également, je cite, « L'empire du mensonge, constitué par les pays, les médias et les réseaux sociaux occidentaux, va vouloir s'appuyer sur une 5e colonne de nationaux traîtres pour atteindre leurs objectifs anti-russes. Tout peuple, le peuple russe tout particulièrement, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres. Tenez-vous bien, pour les recracher comme on recracherait un moucheron ayant accidentellement atterri dans leur bouche. Je suis sûr, dit Poutine, qu'une telle autopurification réelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. Toujours selon lui, l'armée ukrainienne aurait prêté allégeance au peuple ukrainien, vu comme la patrie commune à la Russie, pas aux néo-nazis. Aussi, les soldats ukrainiens doivent déposer les armes, ne pas suivre les ordres criminels de Kiev, en mémoire de leurs pères, grands-pères, arrière-grands-pères, ajoute Poutine, qui se sont battus contre les nazis. Ceux qui le feront pourront librement quitter la zone des combats et retourner dans leur famille, la mère patrie. En réalité, diviser pour mieux régner. En conclusion, il est assez effarant de voir qu'en matière de désinformation, le grotesque et le cynisme russe ne semblent avoir aucune limite. Plus c'est gros, plus ça marche. C'est qu'au fond, peu importe la grossièreté du faux, l'important est de faire diversion, capter et détourner l'attention de l'information véridique. Ainsi, pour marquer les esprits, l'information ne doit pas être exacte, elle doit tout simplement être énorme. Et le simple fait, alors, de discuter de 2 versions différentes est déjà une réussite. Quant aux Russes, dans leur pays, il serait plus approprié de mélanger de nombreuses versions différentes et contradictoires en vase clos, comme dans un checker. L'information devient bouillie, brouillard de désinformation, amenant le public à se raccrocher alors au seul phare dans la nuit qu'ils connaissent, la télévision russe aux ordres du Kremlin. Mais le plus inquiétant n'est pas là. Bien que déjà extrêmement cruel et criminel, nous l'admettons. Le plus inquiétant nous semble être le constat d'une propagande russe impitoyable, exterminatrice et expansionniste, dans laquelle l'Europe et les États-Unis sont clairement amalgamés aux nazis. Le monde occidental dans son ensemble, dans l'esprit de Poutine, paraît menacer gravement la Russie, son peuple, son territoire, ses intérêts, tel un paranoïaque ayant désigné son persécuteur dans son délit, et vis-à-vis duquel il doit en finir une bonne fois pour toutes. Or, plus le monde occidental matraque le président russe de sanctions, l'ostracise, le traite de tueur, de criminel de guerre ou de boucher, comme a pu le faire Joe Biden,
plus le délire de persécution augmente, plus la propagande augmente, et plus le besoin d'élimination du persécuteur se fait pressante. Que l'on se rende à l'évidence. Rien n'a finalement arrêté à ce jour le rouleau compresseur russe. L'inflexibilité de la propagande en est une nouvelle démonstration. Après ce que nous a appris l'élimination implacable des opposants à la Russie. Nous l'avons vu, je vous renvoie à l'article vidéo précédent en la matière. Sachant qu'un char ne s'arrêtera jamais avec des sanctions économiques. Le criminel dont nous parlons s'est exprimé depuis longtemps sur ses intentions et il les met froidement à exécution. Le paranoïaque qui nous toise dans les médias voit des nazis et des Mariupol partout. Et il attend désormais son heure de gloire lors de la fête nationale du 9 mai prochain, sur l'autel de toutes ces victimes massacrées, y compris dans son propre camp, pour fêter sa première victoire contre le grand persécuteur capitaliste. Il faudra bien un jour regarder la vérité en face et avoir le courage de prendre la décision qui s'impose, comme Hitler, comme Mussolini, comme Ceausescu et bien d'autres, le réduire à néant par la force. Plus tôt nous le ferons, plus tôt nous sauverons des vies dans le monde. Nous en sommes convaincus.